fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show de chaîne, et bienvenue à votre émission qui ne cesse de vous accompagner partout où vous êtes. Aujourd'hui sur ce plateau, nous avons l'opportunité de recevoir un jeune, il n'est pas le moindre de jeunes. Avec lui, nous allons décortiquer ce sujet sur le panafricanisme de peuple. Mais avant d'y arriver, je le salue d'abord, je lui dis bonjour. Bonjour. Pouvez-vous faire une brève présentation à nos différents téléspectateurs qui vous suivent à la maison? Merci beaucoup. Moi, c'est Juer Nsiningwala. Je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete, mais je suis aussi panafricaniste du bloc de Casablanca. Est-ce qu'il y a des panafricanistes des autres blocs aussi? Oui, le panafricanisme, à la création de l'organisation de l'Union africaine, s'est vu être divisé en deux. Il y a eu le panafricaniste du bloc de Casablanca, le panafricaniste du bloc de Moronvia. Et moi, je fais partie de la lignée des panafricanistes du bloc de Casablanca. Apparemment, j'ai une question de curiosité. Il y a aussi nos téléspectateurs qui remarquent aussi comme moi. J'ai vu votre accoutrement. Ça traduit quoi réellement? Non seulement que parce que je suis de la famille chefale, la famille royale, chef de terre d'Engui, mais cet accoutrement n'est pas seulement réservé aux chefs, parce que vous allez vous rendre compte que tout leader d'opinion, tout guide peut s'habiller ainsi. Et vous allez voir, si vous suivez bien les photos et les films de Lumumba, il mettait un chapeau pareil, mais c'était pour Lyon. Mobutu l'a fait et beaucoup d'autres personnes. Donc je me mets en raffia, que je prenne une canne un peu cécine. Ne dis pas seulement que je ne suis plus jeune ou je suis investi chef coutumier, mais je crois qu'habillé dans cette tenue traditionnelle me donne encore beaucoup plus de force, d'inspiration pour parler du panafricanisme. Pour parler du panafricanisme, Maître Gierk, est-ce que le panafricanisme, c'est un mouvement politique, c'est un parti politique ou bien un mouvement? Le panafricanisme n'est pas un parti politique. Le panafricanisme est plus qu'un parti politique. Le panafricanisme est un mouvement. C'est un mouvement. En étant un mouvement, vous l'étiez à quoi? Pour comprendre la lutte du panafricanisme, il faut un peu comprendre son origine. Le mot panafricanisme a été prononcé pour la première fois en 1900 par Marcus Garvey. C'est lorsque les Afro-Américains, Africains, en Europe, aux États-Unis et ailleurs, réclamaient leur droit de disposer et qu'ils étaient déjà organisés, et que lors d'une réunion d'évaluation en 1900, que Marcus Garvey a eu à prononcer pour la première fois le mot panafricanisme. Et que le mot panafricanisme a trouvé beaucoup plus d'ampleur lors de la conférence des Manchester United en 1945, où il y a eu participation des jeunes Africains venus récemment de l'Afrique, qui étudient en Europe. Et là, nous pouvons compter Kwame Nkrumah, nous pouvons compter Banda du Mali, Sékou Touré et tant d'autres. Et qu'avec eux, il y a eu Véoué Dubois et les autres qui, en ce moment-là, le panafricanisme a changé un peu de vision. Le leader ne défendait plus leurs droits en Europe, mais ils ont transporté la lutte en Afrique. Ils ont quitté l'Europe, ils ont quitté les États-Unis d'Amérique pour venir maintenant combattre, pour venir lutter en Afrique, où il y avait la colonisation à cette époque-là. Voilà. Alors, en quittant l'Europe, en quittant les autres continents, vous êtes venu juste vous installer plutôt en Afrique. Quelle est votre mission principale? Nous ne sommes pas venus nous installer en Afrique. Nous continuons à exister partout parce que le panafricanisme, c'est un mouvement des Africains qui habitent Afrique. Toute personne qui est d'ascendance africaine et toute autre personne qui n'est pas d'ascendance africaine, mais qui lutte pour le changement, qui lutte pour le changement des systèmes, pour le bien-être africain. Nous remarquons aussi beaucoup plus votre absence sur la société. Vous n'êtes pas trop visible. Non, vous savez, les idées que nous soutenons ne sont pas n'importe quelle idée. Ce sont des idées de mort. Comme l'homme le dit le professeur Aziz Fall,
que tous ceux qui ont soutenu les idées nationalistes panafricaines se sont vus être assassinés. En commençant par Kwame Nkrumah, Patrice Emery Lumumba, Julius Nyerere, Sékou Touré, Amilcar Cabral, Hussein Nasser, Mohamed IV, Banda et je dirais même Thomas Sankara. Et vous, étant que jeune, vous n'avez pas peur aussi de lutter, de poursuivre cette lutte? Non, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que, en étant d'abord nationaliste, je sais que dans ce combat panafricain, où parfois on nous taxe des communistes ou socialistes, la conséquence logique des ennemis, c'est la mort. Et si je me présente comme panafricaniste du bloc de Casablanca, et je détermine bien les blocs de Casablanca, c'est un bloc de la mort, et je n'ai pas peur de la mort si c'est pour soutenir les intérêts de notre peuple, si c'est pour soutenir les intérêts des Africains, si c'est pour soutenir le changement des systèmes. Qui est derrière vous? Le peuple. Rien que le peuple. Rien que le peuple, parce que la lutte que nous menons, c'est une lutte pour le peuple. Ce n'est pas pour les individus, ce n'est pas pour les personnes, mais c'est une lutte de peuple. C'est une lutte de peuple. Comment êtes-vous alors structuré? Notre structuration, nous n'avons pas une hiérarchisation sur place, parce que le panafricanisme est partout dans le monde. Le mouvement international socialiste est partout dans le monde. Et lorsque nous parlons du panafricanisme, ce sont les idées qui sont véhiculées. Quelles sont ces idées? Ce sont les idées pour le bien-être du peuple. Il n'y a pas une autorité morale. Nous n'avons pas d'autorité morale. Parce que quand nous disons que nous luttons pour le peuple, nous ne pouvons pas avoir d'autorité morale. Ceux qui ont des autorités morales sont ceux qui sont dans des partis politiques, ceux qui sont dans d'autres mouvements. Le panafricanisme, le mouvement panafricain n'a pas d'autorité morale. Nous ne travaillons pas pour un individu, mais nous luttons ensemble pour le bien-être du peuple. C'est que nous identifions le besoin du peuple ensemble avec ces peuples et nous cherchons à trouver des solutions ensemble avec le peuple sans faire rapport à qui que ce soit, si ce n'est qu'au peuple souverain. Sans faire le recours à qui que ce soit, ce n'est pas qu'au peuple souverain. Alors, étant qu'un mouvement, quel est votre objectif? Tu dois comprendre d'abord que si plusieurs pays africains se sont vus indépendants vers les années 58, 1900 et consorts, c'est grâce à ces mouvements, le mouvement panafricaniste. Ce mouvement est né aux États-Unis, il est venu avec le leader, comme j'ai cité là, le mouvement était institutionnel et le mouvement a pu conduire plusieurs de nos pays aux indépendances. Malheureusement, les idées nationalistes conçues et vues au sein du bloc de Casablanca n'ont pas été comprises par rapport au bloc de Monrovia, qui a fait que le bloc de Monrovia a été infiltré, le bloc de Monrovia a été conduit à la mort et que le bloc de Monrovia a suivi les idées ou a continué à garder les idées impérialistes, capitalistes, néocolonialistes des Français pour détruire le peuple et que tous ceux qui continuaient à tenir, tous ceux qui voulaient bien que l'indépendance acquise, tous ceux qui voudraient que les Africains disposent d'eux-mêmes, que les Africains contrôlent leur pouvoir, contrôlent leur sol et sous-sol, que les Africains soient réellement souverains et indépendants, n'ont pas pu résister. Ils ont été farouchement, sinon lâchement assassinés, jusqu'à voir à un certain moment que le courant panafricain n'a plus fait face. Et que maintenant, avec la renaissance du panafricanisme, je crois que le mouvement est revenu en force partout en Afrique. Les gens en parlent, les gens luttent, militent, combattent pour un changement total des systèmes et c'est pour très bientôt là. La libération de l'Afrique est déjà à la porte. Question d'une prise de conscience et de considération. Question d'une prise de conscience et de considération. Alors, est-ce qu'il y a-t-il une différence entre le panafricanisme et le mouvement politique? Le parti politique, oui. Vous savez, surtout d'abord dans notre pays, les partis politiques sont devenus des faits privés et personnels. Ils ne rendent compte qu'au président du parti politique. Ce sont des boutiques. Et vous vous rendez compte à qui? Nous rendons compte au peuple. Les peuples sont satisfaits? Nous parlons pour le compte des peuples et nous rendons compte au peuple. Le camarade joueur tel que je suis là, je ne parle pas pour moi. Je n'ai pas besoin en parlant à télé qu'un individu, qu'une autorité politique me voit et m'appelle. Je n'irai pas parce que sa politique et la mienne ne tiendra pas. Parce que la politique dans mon pays, le peuple n'est pas souverain. Le peuple arrive à un certain moment à donner entre guillemets mandat, mais à qui on ne sait pas rendre compte. Ce qui ne se fait pas sous d'autres cieux
Quand ils ont un mandat de 5 ans, ils partent, ils minimisent, ils piétinent ces peuples. Et nous, nous luttons, nous combattons pour que le vrai pouvoir revienne au peuple, que les vraies décisions soient prises par le peuple, que le peuple soit le vrai contrôleur de ses richesses, que le peuple soit celui qui donne la ligne des directives par rapport à la politique de son pays. Mais parce que vous n'avez pas de partis politiques, laissez-moi terminer. Oui. Aujourd'hui, les partis politiques dans notre pays sont devenus des boutiques, des couloirs pour que les gens accèdent au pouvoir. Et quand ils accèdent au pouvoir, ils ne rendent compte à personne, sinon qu'au chef des partis politiques. Le camp sous examen. Et nous sommes en train de dire à ces peuples de devenir acteurs dans la gestion de la res publica. Lorsqu'il aura le pouvoir et lorsqu'il contrôlera tout, il se rendra réellement compte que tel ou tel autre ministre n'est pas en mesure de faire ce pourquoi il a été nommé, tel ou tel autre député ne sait pas faire son travail, le peuple peut le réclamer, le peuple peut le faire partir, peut le remplacer. Et s'il arrivait aujourd'hui que ce genre-là recourt vers vous pour vous embaucher, vous trouver au moins du travail quelque part, serez-vous d'accord avec eux ou vous allez juste résister parce que vous militez contre ce que vous faites? J'ai dit que je suis nationaliste et comme nationaliste, si je dois coaliser avec qui que ce soit, il devra préalablement être nationaliste. Il doit comprendre la lutte que nous menons parce que ma lutte n'est pas seulement pour le Congo, pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Je combats les inégalités, les injustices. Et je veux que le monde soit égal. Je veux que le monde vive à nouveau. Et je veux que les habitants du monde entier, qu'il n'y ait pas de différenciation de classe. Maître Gier. Et si l'on veut m'embaucher, oui, je ne vois pas qui m'embauchera d'abord comme avocat. Je suis inembauchable. Et que en politique, si je dois adhérer, voilà pourquoi d'ailleurs je n'ai jamais adhéré dans un parti politique dans mon pays, parce qu'ils n'ont pas d'idéologie, ils n'ont pas de philosophie. Ils ont quelle idéologie? Quel est un parti politique qui peut venir dire que nous suivons cette idéologie, que nous avons cette pensée, que nous avons un tel programme? Ils n'ont pas de programme. Maître Gier, aujourd'hui dans notre pays, nous vivons tant de réalités. Vous pouvez vous lever un bon matin, vous trouverez tant de prolifération, de naissance, de mouvements, de partis politiques. Quelle lecture faites-vous face à ça? Le mouvement panafricain, le mouvement panafricaniste dont je fais partie a existé et c'est ce mouvement qui a conduit nos pays aux indépendances, je l'ai dit. Et c'est ce mouvement qui continue encore dans sa renaissance à se battre pour libérer l'Afrique du joug impérialiste, néocolonialiste et capitaliste dans lequel nous nous retrouvons maintenant. Mais quant aux différents mouvements citoyens naissants, il faut d'abord se poser la question, ces mouvements naissent avec quel objectif? N'est-ce pas pour se vous faire voir et être appelé, embauché? Je ne sais pas. Mais sinon, si je dois considérer certains mouvements citoyens qui avaient un seul objectif, le départ de Kabila, et que Kabila est parti, nous avons eu l'alternance dans notre pays. En principe, ces mouvements n'existaient plus. Ces mouvements citoyens avaient beaucoup plus besoin de l'alternance. Ils ont eu l'alternance. Mais nous, nous disons, nous avons besoin de l'alternative. Il y a une différence entre l'alternance et l'alternative. La différence se trouve dans quel niveau? Je vais être vraiment trop banal en donnant la différence. C'est que nous avons une voiture sans moteur et que Joseph Kabila était chauffeur. On fait partie Joseph Kabila, on prend Félix Tshisekedi, on le fait entrer dans la même voiture, donc il ne faut pas se déplacer. Alors vous, partant de tout ça, quel est votre apport? Oui, notre apport, c'est que nous devions avoir l'alternative. L'alternative, c'est que lorsque nous avons changé le système, lequel système que je viens de décrire ici, quiconque serait président de la République, quiconque serait ministre, quiconque serait gouverneur, lorsque le système a réellement été changé, suivra ce système et lorsque il se voit être pris dans le piège, il se voit être pris dans n'importe quelle infraction, il devra être poursuivi. Il devra être, il n'y a pas la loi des pauvres. La loi devra être égale pour tous, autant plus que tous sommes égaux devant la loi. Je vais vous donner un petit exemple que j'aime citer. Lorsque nous sommes dans le boulevard en train de rouler, vous verrez facilement que les policiers peuvent prendre le sens unique. Vous verrez facilement que le ministre, le député et consorts peuvent, en cas d'embouteillage, prendre le sens unique. Est-ce que c'est pour autant dire qu'ils sont supérieurs à d'autres peuples?
est-ce que c'est pour autant dire qu'ils valent plus que le peuple qui leur a donné mandat? Je ne sais pas si nous avons deux codes de la route qui dit que les officiers, le président de la République, les officiers militaires, la police et consorts peuvent faire le sens scénique et que le commun des mortels ne peut pas le faire sinon il subit la rigueur de la loi. Est-ce que, je connais seulement l'ambulance, mais pas les autres, mais qu'est-ce qui s'est fait dans notre pays? Et s'il y a des embouteillages terribles, c'est parce que souvent, ceux que vous appelez honorables, je ne sais pas ils sont honorables en quoi, ceux que vous appelez excellence, je ne sais pas ils sont excellents, ils ont excellé en quoi, créent des embouteillages en prenant des sens scéniques. Le jour où eux vont respecter les embouteillages, il y a un embouteillage, il est derrière là, il a stoppé, il attend son tour pour passer. Je crois qu'on aura résolu ce problème. Commençons ne fût-ce que par là. On aura résolu ces problèmes. Alors quel constat faites-vous aux autres mouvements? Les autres mouvements, je ne sais pas de quel mouvement vous parlez, mais vous avez cité les mouvements citoyens. Ils doivent d'abord identifier la lutte. Ils doivent chercher à savoir qu'est-ce qu'ils font, quel est leur objectif, quelle est leur lutte. Moi, je vous dis que notre lutte, c'est la libération totale de l'Afrique. Vous allez me poser la question, mais les pays est libéré. Non, aujourd'hui, le pays n'est pas libéré. Nous continuons à vivre sous le joug colonial. L'impérialisme et le néocolonialisme. Nous ne sommes pas gérants. Nous ne sommes pas maîtres de notre sol et sous-sol. Le Congo a tellement de richesses que le peuple congolais n'en bénéficie pas. Et nous devons devenir nous-mêmes maîtres de notre sol et sous-sol. Nous devons bénéficier de notre richesse. Comment? Dans notre vécu quotidien, dans notre social. Tel n'est pas le cas. Nous nous combattons aujourd'hui pour l'alternative. Nous voulons que la loi soit respectée pour tous. Nous voulons que le Congolais soit maître de son destin. Nous voulons que le Congolais, lorsqu'il prend une décision, il la réalise. Maître Gia, que préconisez-vous au regard de tout ça? J'ai dit que la politique congolaise doit se définir ici au Congo. Ce n'est pas l'FMI, ce n'est pas la Banque mondiale. Je sais que nombreux se disent, mais comment nous allons nous développer sans l'FMI et sans la Banque mondiale? Nous avons l'FMI et la Banque mondiale depuis longtemps, mais nous ne sommes pas développés. Et s'il y a des ceux qui veulent un débat sur ça, je suis disposé, ici ou ailleurs, pour leur dire que l'FMI et la Banque mondiale ne font pas développer le pays. Au contraire, ils nous pillent des plus belles. Nous devons nous en dépasser de ces banques. Nous devons nous en dépasser de croire que la Belgique viendra encore nous développer, la France et les États-Unis. Ils sont là pour nos richesses, le coltan, les nébium et autres. Ils les prennent pour eux, pas pour nous. Parce qu'il faut comprendre que les grandes puissances, ceux que vous appelez grandes puissances, se font toujours l'obligation d'avoir un œil surveillant dans des pays qui ont des ressources, des minéraux stratégiques. Et le Congo a tous les minéraux stratégiques du monde. Et le Congo est un espace libre au commerce où toutes ces grandes puissances reviennent pour nous piller. Et nous devons maintenant ouvrir l'œil. Nous devons nous-mêmes contrôler notre économie. Et si nous le faisons, nous sommes en mesure d'être beaucoup plus forts que les États-Unis d'Amérique, beaucoup plus forts que l'Europe et beaucoup plus forts que le reste du monde entier. La Chine l'a fait et nous pouvons aussi le faire. Le Venezuela l'a fait, nous pouvons le faire. Merci beaucoup. Nous arrivons petit à petit vers la fin de cette émission, mais vous avez soulevé juste un point sur le développement. Pendant que vous, le panafricaniste, vous êtes là et vous ne faites pas aussi développer la RDC. Merci beaucoup, c'est une belle question. Vous savez que le Ghana, qui n'est pas trop modèle, mais que le Ghana en Afrique, c'est... J'ai été à Accra, c'est un pays que j'ai apprécié. Le premier constat que j'ai fait à Accra, c'est que le président de la République a deux résidences, une résidence privée officielle. Et quand vous allez dans sa résidence officielle, par les boulevards, juste chez lui, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de blindés, il n'y a rien. C'est un pays un peu aisé. Et que le Ghana, qui a milité pour les indépendances de beaucoup plus de pays africains sous Nkrumah Nkrumah, a quand même normalisé sa politique et vit dans une condition normale. Le président ghanéen a rétorqué bientôt là, il y a quelques temps passé, à la Banque mondiale, qui voulait emprunter de l'argent au Ghana. Il a dit, je peux vous donner 10 fois que le peu que vous voulez me donner. Ce qui ne peut pas se faire chez nous. Nous disons chez nous ici que nous devons commencer par éviter, écraser la privatisation des carrés miniers, la privatisation du sol. Lorsque nous ne privatisons pas notre sol, privatiser, c'est-à-dire vendre les carrés miniers aux impérialistes et néocolonialistes, aux étrangers, qui nous-mêmes, nous ne savons plus bénéficier de ce que nous avons écouté. Le Rwanda ne produit aucun coltan, mais le Rwanda est le premier producteur du coltan. Comment est-il arrivé? Je ne sais pas. Prenons seulement le coltan.
le 80% mondial du coltan vient du Congo. Vous n'avez pas répondu. Je vais répondre parce que vous dites. Je vais répondre. Cette question, c'est la mort de Lumumba. La question que vous m'avez posée, c'est la mort de Lumumba. Et pour y répondre, je dois d'abord vous éclaircir. Parce que Lumumba est mort pour ça. Lumumba dit, nous allons nous-mêmes gérer notre sol et sous-sol. Nous devons avoir le contrôle de notre économie, le contrôle de nos minéraux, et on l'a taxé de communistes. Et Lumumba a dit que le sol et le sous-sol congolais devaient d'abord bénéficier aux Congolais. Et s'il y a une partie qui restait, on donnerait à nos frères africains avant de penser en dehors de l'Afrique. On l'a taxé de communistes. C'est comme ça que Lumumba est mort. Et j'aimerais que les gens comprennent, parce que de temps en temps, on nous laisse entendre que Lumumba est mort pour une femme, pour sa femme. Non, Lumumba est mort pour le sol et le sous-sol congolais. Parce qu'il n'a pas voulu qu'après l'indépendance du Congo, que la Belgique, que la France, que les États-Unis puissent encore avoir un œil surveillant, un œil regardant sur nos richesses. Et parce qu'il ne pouvait pas laisser, ça, c'est pour ça qu'il est mort. Donc, pour que nous développions notre milieu, pour que nous développions notre pays, nous devons avoir la libération économique. Donc, nous devons avoir les contrôles, nous devons avoir des décisions, nous devons avoir la souveraineté économique sur notre sol et sous-sol. Nous devons, nous, Congolais, décider sur notre coltan, comment l'orienter, comment le vendre, comment donner les prix et comment les gérer. Tant que nous ne le faisons pas, nous ne serons pas développés. Et quiconque vient avec de telles idées, parfois est sacrifié. Mais pour qu'il ne soit pas sacrifié, il faudrait que le peuple puisse l'accompagner. Il faudrait que le peuple puisse l'accompagner. Votre mot de la fin, un message aussi à tous les jeunes qui vous suivent maintenant. Oui, aux jeunes qui me suivent d'abord. Parce que nous avons dit que notre génération ne devait pas passer si le Congo et l'Afrique ne sont pas libérés. Le Congo, pourquoi? Parce que le Congo est le cœur de l'Afrique. Franck Fanon a dit, lorsqu'on a commencé au Congo, le mouvement peut passer partout en Afrique. Et le Congo devra être libre. Et cette libération, c'est une libération économique. Lorsque nous contrôlons notre économie, nous allons contrôler la politique, nous allons contrôler les restes. Nous devons maintenant nous battre pour la libération économique. Aux jeunes qui me suivent, rejoignez le mouvement panafricain. Venez, il y a des enseignements militants qui se donnent. Venez comprendre ce que c'est le panafricanisme. Venez comprendre comment le nationalisme progressiste pouvait nous aider à développer notre pays, pouvait nous aider l'esprit pour que nous ne puissions désormais jamais trahir ceux qui sont avec nous, que nous ne puissions jamais trahir notre sol et sous-sol, que nous ne puissions jamais trahir notre peuple. Aux gouvernants de mon pays, j'ai dit que le développement du Congo, les problèmes du Congo ne seront pas résolus aux États-Unis d'Amérique, en France ou en Belgique. Ces problèmes seront résolus ici, en cherchant d'abord à contrôler le sol et le sous-sol. Le Congo est scandalement riche et que nous pouvons faire fléchir, nous pouvons faire agenouiller le monde entier. Parce que le Congo, avec l'agriculture, le Congo peut nourrir toute l'Afrique. Question de prendre conscience, question de trouver de nouveaux partenaires. Pas des partenaires anciens, pas la Belgique, pas la France, pas les États-Unis. Nous sommes avec eux depuis 1900, nous ne sommes pas développés, nous continuons à souffrir. Revoyons un peu les autres. Pourquoi ne pas voir ceux qui ont développé leur pays, ceux qui se sont battus sans la France, sans les États-Unis, sans la Belgique? Il y a des pays qui existent. Nous pouvons emprunter le modèle vénézuélien. Le peuple de Venezuela est un peuple modèle qui s'est battu sans la France, sans la Belgique, sans les États-Unis. Et si aujourd'hui le Venezuela est sanctionné, c'est par rapport à sa lutte, par rapport à son peuple, par rapport au nationalisme, par rapport aux intérêts de son peuple qu'il est en train de soutenir. Et que nous pouvons le faire, nous pouvons visiter l'histoire de Venezuela et nous pouvons tenir sans ceux que vous appelez partenaires anciens, les oncles qui nous ont trahis. Merci beaucoup, Maître JR, fidèles téléspectateurs, amoureux de show de chaîne. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de décortiquer le panafricanisme de peuple. Notre invité était Maître JR. Avec lui, vous étiez juste au foule et au moulin d'écouter ce que lui a pu communiquer à travers
notre espace. Et c'est à vous de prendre moins conscience. Quant à nous, nous vous souhaitons merci et bonne suite de programme sur nos antennes. Je dis merci à Jonathan, merci à Ange Kabingele. Merci à vous tous. Quant à moi, je retrouve encore prochainement. Au réel plaisir d'avoir un nouveau numéro. Au revoir.